On va tout de suite commencer cette dernière table ronde. Nous allons accueillir sur la scène Daniel Béard, Sophie Dessus, vous êtes maire d'Uzerche depuis 2001, Éric Sénave et enfin Bruno Letellier. Et je vous propose avant le débat que l'on regarde un petit film en introduction. Et donc pour moi, l'objectif aussi de ce voyage, c'est de tenter de percevoir quelle organisation économique et des entreprises il y a derrière ce projet. Et comment on fait pour amener de la densité, amener des nouveaux modes d'habiter pour qu'on soit plus efficace dans la construction de la ville. Voilà, moi je viens chercher plutôt de l'information technique. J'ai déjà suivi une première formation sur le développement durable et l'architecture. Parce que autant sur le papier, j'ai vu des belles photos, des belles images en termes d'aménagement. Là, c'était vraiment le côté habitant qui m'intéressait, ressenti et la façon dont est vécu le quartier en fait. Ce voyage a aussi pour intérêt d'échanger avec les différents élus. Et au niveau européen, on s'enrichit des expériences des uns et des autres. Et donc, chaque fois, ça permet d'arriver à affiner les projets, à apporter des améliorations et de comparer les systèmes. Le comprendre moi-même pour pouvoir après le retransmettre. Mais bon, c'est vrai que le développement durable aujourd'hui est une problématique qui intéresse beaucoup les maires et notamment on en a un certain nombre de nouveaux, plus de 50%. Donc voilà, il va falloir les informer, les former. Alors le CAE, dans tous les contacts qu'on a pu avoir, notamment pour l'éco-hameau, mais ça nous permet d'avoir une ouverture, un autre horizon, parce qu'on est bien souvent, on va dire, coincé avec notre gestion au quotidien. On a un PLU qui a été un plan local d'urbanisme qui a été voté en 2005 et après on est plutôt dans une application. Et le CAE nous permet d'avoir des temps de réflexion sur place ou par des visites de sites et d'expériences ailleurs en France ou en Europe. Et nous permet de nous questionner sur nous-mêmes et sur quel urbanisme on veut pour demain. Le CAE nous a fait prendre 10, 15, 20 ans d'avance en nous montrant ce que pourrait être cet éco-hameau à terme, à long terme. Et maintenant, on est à travailler un peu plus dans le quotidien, le concret, mais en ayant toujours cette vision à beaucoup plus long terme. Le CAUE est tout à fait adapté à nos communes parce que le CAE est très près de nous et puis on a l'œil vraiment désintéressé financièrement qui peut nous guider je pense de façon très efficace. Seul un élu, son équipe, les autres élus qui l'accompagnent ne sauraient y faire. Il s'agit d'avoir à ses côtés le maximum d'intervenants qui aillent dans le même sens, celui de la meilleure compréhension du dispositif bien souvent complexe, compliqué et long à mettre en place. Et je crois que le CAE est la meilleure façon, le meilleur outil au service des collectivités et en capacité de comprendre ce qui se passe et de le mettre à disposition du plus grand nombre. Nous sommes à Orléans, au siège du CAUE du Loiret. Créé en 80, il est composé d'une équipe pluridisciplinaire. Et il possède un fonds documentaire qui capitalise l'histoire physique et sociologique du territoire. Beaucoup de collectivités le savent très bien, ça, que le CAUE est la mémoire du territoire. Et en même temps, on est là aussi pour réfléchir à l'avenir, pour prendre en compte les nouveaux modes de vie. On ne vit plus comme il y a 30 ans. Souvent, on essaye d'accompagner les collectivités dans une réflexion, je dirais, d'économie de moyens et d'objectifs durables. C'est à la mode de dire ça. Mais disons qu'on va faire des choses, peut-être on prendra du temps, peut-être on ne fera pas tout de suite, mais on essaiera de le faire au mieux et que ce qui soit fait soit utile pour plus tard. La commission centre-ville avait un problème. Ce problème, c'est le stationnement des bus sur la Grand Place. Donc il fallait solutionner ce problème. Et le fait d'avoir fait intervenir le CAUE, il nous a en quelque sorte ouvert l'esprit en disant le problème est certes actuellement au niveau de l'hypercentre, mais si on veut raisonnablement traiter l'hypercentre, il faut se poser la question globale du fonctionnement de la ville.
Alors on l'a vu hier toute la journée, le Conseil des CAUE sur tout projet d'architecture, d'urbanisme, d'environnement ou de paysage est apprécié parce que désintéressé et de qualité. Ça vient d'être redit par l'un des élus qui était interviewé dans ce film. Le maire, aujourd'hui, dans la multiplicité de ses compétences, notamment en tant qu'animateur de projets de territoire, en tant que responsable de l'élaboration de la planification, en tant que maître d'ouvrage des opérations communales, signataire des autorisations d'urbanisme et le premier utilisateur des CAUE. Alors, à l'heure des recompositions territoriales et des changements d'échelon et de gouvernance, on sait aussi que la prise de décision se complexifie. Alors, le Conseil a évolué, il doit encore évoluer, mais comment ? Comment on peut garantir l'avenir de la compétence AUE au sein du bloc local ? Quel type d'organisation pour la chaîne d'acteurs des ingénieries au service du projet public? Qu'en sera-t-il avec les agglomérations et les métropoles? On sait qu'il y a un sujet là qui n'est pas résolu. Comment mieux accompagner les élus dans leur démarche de concertation et de sensibilisation des habitants? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons poser, tout de go d'ailleurs, à nos invités. Et je commence avec toi, Daniel Béard. Daniel, tu as longtemps travaillé sur les politiques de l'habitat et les politiques du logement et de la ville. Et aujourd'hui, tu privilégies davantage les enjeux de stratégie du développement et de la cohésion et de la gouvernance territoriale. Je rappelle que tu étais associé à l'équipe de Christian de Portzamparc dans le cadre de la première consultation internationale pour le Grand Paris et que tu es maintenant en équipe avec Mathis Guller de Guller et Guller et Pierre-Alain Trévello de TVK au sein de l'Atelier international du Grand Paris, au sein du Conseil scientifique de l'Atelier international du Grand Paris, qui a, je crois, aussi un petit peu de travail dans la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Alors, Daniel, première question, je souhaiterais d'abord qu'on s'attarde un petit peu sur le processus de réorganisation territoriale, parce que tout vient de là, même si encore des incertitudes demeurent. Qu'est-ce qui se joue là, en termes d'impact, pour la qualité architecturale, urbaine et paysagère? Oui, c'est une question pas facile, parce que tu viens de dire, parce que, on est en pleine actualité et en pleine incertitude sur ce qui va effectivement sortir de ces réformes territoriales successives qui ont commencé avec, au moins celle du mois de décembre sur les métropoles et les agglomérations. Première chose, mais pour évacuer tout de suite, c'est que je pense qu'il y a quand même une grande partie de ces réformes, sans rentrer dans le débat purement politique, mais qui n'est pas de l'ordre de la réforme territoriale, qui est de l'ordre de la réduction des dépenses publiques, etc. Donc il y a des rationalités qui ne sont pas nécessairement les rationalités qui renvoient à la question que tu poses de la qualité urbaine, de la qualité de la gestion du territoire au sens large. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'il y a deux lectures possibles du train de réforme auquel on assiste aujourd'hui. Il y a la lecture de ce qu'on entend le plus, de ce qui fait le plus écho médiatique aujourd'hui, qui est en gros, moi je dirais, une logique à la fois du toujours plus grand dans la géographie institutionnelle, et surtout derrière le plus grand, c'est la quête d'une adaptation à ce que seraient les réalités contemporaines, donc par cet élargissement des périmètres. Je pense au moins à deux choses, les grandes régions, et deuxièmement, les bassins de vie. J'y reviendrai, mais voilà, le retour généralisé des bassins de vie, comme dans le discours politique, est extrêmement significatif. Et donc, aussi bien bassin de vie que grande région, c'est à la fois de l'élargissement, mais c'est surtout, on va être à la bonne échelle. C'est la question de l'optimum dimensionnel par rapport aux réalités socio-économiques vécues, etc. Donc c'est pas simplement une approche économique, c'est aussi une question de la recherche de la bonne échelle. De la bonne échelle socio-économique, la vie des gens, la vie des entreprises. Bon. Et puis il y a une autre musique, à mon avis, qui est plus discrète, mais derrière ça, qui pour moi est potentiellement beaucoup plus fructueuse, qui est en fait celle de la différenciation territoriale. C'est-à-dire que non seulement il n'y aurait pas de bonne échelle, mais qu'il n'y aurait pas de bonne solution en soi, et que l'enjeu, c'est la différenciation. Et donc du coup, pour te répondre, moi je ne sais pas quel fil il faut prendre, quoi. Est-ce qu'il faut prendre le fil de ce qui est affiché le plus fort, et qui me semble aujourd'hui complètement vain? Alors pourquoi complètement vain? Parce que je pense que ce qui fait la donne contemporaine sur la question territoriale, aujourd'hui, c'est justement qu'il n'y a plus de bonne échelle. Il n'y a plus de bonne échelle. Pourquoi? Parce que la réalité territoriale, c'est la réalité, je dirais, de la prééminence de plus en plus forte des flux sur les lieux, pour le dire comme ça.
C'est qu'on est dans des systèmes de mobilité, d'interdépendance sociale, économique, environnementale, qui sont de plus en plus complexes, et qui fait qu'on ne peut plus enfermer notre réalité dans une géographie aussi large en périmètre soit-elle. C'est pour ça que moi, j'ai déclaré la guerre au bassin de vie, quoi, hein, pour dire comme ça. On avait eu une conversation il n'y a pas très longtemps avec ma voisine là-dessus, parce que, voilà, pour moi, les bassins de vie, c'est comme le développement durable. C'est-à-dire, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. On en parle justement pourquoi on parle du développement durable? Parce que le développement n'est plus spontanément durable. Et pourquoi aujourd'hui tous les politiques ont à la bouche le terme de bassin de vie? Parce que justement, la notion de bassin de vie, c'est le problème. C'est-à-dire que les bassins de vie ont implosé. C'est quoi votre bassin de vie aux uns et aux autres? Il me semble beaucoup plus intéressant de raisonner en termes d'archipel de vie que de bassin de vie. Et donc, du coup, je pense que ça change complètement la donne pour les élus locaux. C'est-à-dire que la question, le mandat politique d'un maire, d'un élu local aujourd'hui, c'est comment, à partir d'une circonscription politique qui est par essence périmétrée, il va être capable, en gros, de gérer des systèmes, des réseaux et des interdépendances. C'est-à-dire que c'est la question, je crois, le défi contemporain, c'est comment fabriquer des politiques de réseau, des politiques de système, des politiques d'interdépendance à partir de lieux, voilà, à partir de périmètres. C'est pas ajuster les périmètres, c'est prendre acte que structurellement, il y a dissociation entre les territoires politiques et institutionnels et les réalités socio-économiques, et que la bonne gestion, le bon projet, la qualité urbaine, c'est la capacité à se projeter vers le haut et vers le bas, à toutes les échelles. C'était un peu là, juste que je regardais un petit film sur l'exemple. Alors évidemment, c'est le plus simple, hein, la question des transports. Mais sur Berne, hein, c'est... la place du village. Hein. La place du village. Il faut, pour aménager la place du village, il faut que je change d'échelle. Il faut que je change d'échelle. Voilà. Pour moi, c'est ça la question. Et puis, juste, l'autre remarque, l'autre point sur la réforme, il me semble qu'il y a autre chose qui est aussi très important, c'est l'intercommunalité. C'est l'intercommunalité, alors pas à la bonne échelle, je ne reviens pas sur bassin de vie, etc., mais c'est la montée en puissance de l'intercommunalité, j'insiste sur inter. C'est-à-dire que je pense que, contrairement à ce qui se dit et qui ne se fera jamais, on n'ira pas vers la suppression des communes. On voit bien qu'on touche à tout, aux départements, aux régions, mais on ne touche pas. Hein, pour moi, c'est grande nation, petite patrie, la France. Hein, c'est-à-dire on est un État jacobin, un État décentralisé, ce qui rend supportable notre... amour de l'État, c'est aussi notre amour des petites patries que constituent les communes. Donc on ne touche pas aux communes. Vous avez remarqué qu'on va supprimer la clause générale de compétence à tout le monde, sauf aux communes. Et donc du coup, on a fabriqué en France un système très particulier qu'on nous envie en Europe. C'est ce système commune-intercommunalité. Et ça, on voit que c'est en train de monter en puissance. Ça fait 10 ans, hein, mais 10-15 ans depuis la loi Chevènement, mais je crois qu'aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment installé. Hein, c'est une maturité. Voilà, on arrive à maturité. Et que du coup, ça pose une question vraiment majeure, il me semble, à l'action publique territoriale et qui révolutionne les choses. Enfin, c'est que d'un côté, au Parlement, on discute des compétences, des spécialisations sectorielles, etc. De l'autre côté, dans la pratique, on fait tout à fait autre chose. C'est-à-dire, entre la commune et l'intercommunalité, c'est pas toi tu fais l'urbanisme, toi tu fais le logement, toi tu fais le social, etc. C'est tous ensemble. Alors, la commune, l'intercommunalité, puis en général, il y a aussi un troisième, hein, le SCOT, l'interscot, enfin le pays, enfin suivant les... Hein, bon. Entre ces trois niveaux, ce sont les mêmes élus qui apprennent en réalité à se partager les responsabilités. Et la responsabilité communale, c'est pas la responsabilité intercommunale. Et je pense que là, il y a un vrai changement de métier, si je puis dire, chez les élus locaux. Hein. Et notamment, moi je pense qu'on n'est pas du tout, et c'est ça l'intérêt de l'intercommunalité, c'est qu'on n'est pas dans la supracommunalité, c'est-à-dire qu'on va pas vers... on n'est pas dans une logique de vase communicant, c'est-à-dire ce que gagne l'intercommunalité, c'est pas ce que perd la commune, ou plus exactement, c'est pas ce que perd le maire de la commune, c'est-à-dire que plus l'intercommunalité se renforce, plus les maires se renforcent. Mais ils se renforcent sur une responsabilité particulière, et la responsabilité particulière du maire, et là ça renvoie directement à la question conseil, CAE, etc., c'est moi ce que j'appellerais l'acceptabilité sociale de la décision publique. C'est-à-dire que le maire, c'est celui qui fait l'interface entre toute la chaîne, la complexité de la décision publique, et le citoyen. Et donc là, il y a une responsabilité, une fonction politique qui monte en puissance et qui nécessite là de l'expertise, de l'ingénierie, etc.
Et qui n'est pas dans une responsabilité qu'il place dans une position complètement différente auparavant, où il était plutôt vécu comme initiateur des projets. Là, il porte une dynamique qui dépasse. C'est ça. C'est-à-dire qu'on se représente toujours le maire comme celui qui fait tout, et on voit bien d'ailleurs dans le dialogue. C'est l'image, hein, c'est voilà, l'image, c'est cette image. Et le dialogue avec le citoyen, c'est vous qui décidez. Non. Le maire, c'est plus lui qui décide, c'est plus lui qui fait, mais par contre, sa capacité, c'est celle à faire l'interface, à faire l'intercesseur, moi je dirais plutôt que l'interface, l'intercesseur entre la société locale et le système de décision publique. Alors l'intercesseur, précisément. L'intercesseur, ça veut dire que c'est la capacité à être dans l'interpellation réciproque, si je puis dire. C'est-à-dire être dans la capacité à porter la parole des habitants, alors pas que des habitants, puisque pour moi le territoire aujourd'hui c'est un ensemble de flux, c'est-à-dire c'est des usagers des usagers du territoire communal, à porter cette expression-là dans le système de décision publique à toutes les échelles, et inversement à expliquer les rationalités publiques, à négocier les rationalités publiques avec les citoyens. Donc il me semble qu'il y a là une fonction qui vraiment monte et qui distingue le maire, enfin le rôle du maire contemporain du rôle du maire il y a 15 ans, avant la montée à puissance de l'intercommunalité. Alors quel type de conseil on peut amener à ces maires qui sont dans une nouvelle position, donc d'intercesseurs? Comment on peut les accompagner? On n'est plus dans les mêmes logiques. Comment on fait du projet aujourd'hui avec un maire? Comment on peut l'entourer et faire des projets urbains avec lui, enfin, urbains, ruraux, paysagers? Mais quel type de conseil? Est-ce que le conseil évolue en fonction de cette nouvelle donne, cette nouvelle réorganisation, cette nouvelle façon de travailler? Il me semble qu'il y a au moins 3 choses. Hein. Il y a la capacité, enfin l'expertise sur ce que j'appelais la projection aux différentes échelles, quoi. Comment le maire est capable de à la fois raisonner à une échelle plus grande que son territoire et à une échelle plus petite. Donc là, il y a une fonction d'ingénierie particulière. Il y a ensuite la fonction d'ingénierie sur la négociation sociale, pour le dire comme ça. Et puis troisièmement, ça nécessite un autre développement, je pense que c'est la façon de conduire le projet lui-même. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ce qui a changé radicalement les choses aussi, c'est qu'on est resté très marqué par une logique de production de l'aménagement territorial, pour aller vite, qui est extrêmement cartésienne, qui est amont-aval, pour le dire vite, c'est-à-dire... Les phasages. Les phasages, c'est-à-dire la planification, le projet, l'opération, pour le dire comme ça. Et aujourd'hui, on voit... Et tout s'emboîtait bien. Et tout s'emboîte. Quand ça finissait, ça commençait. Voilà, on était dans une logique... À la fois en termes de production et de producteur, si je puis dire. Il y a le maître d'ouvrage, l'aménageur, le promoteur. Enfin, voilà, on a cette chaîne-là. Et aujourd'hui ? Or, aujourd'hui, on a une forme d'hybridation généralisée, à la fois des acteurs et des séquences, si je puis dire. Des séquences et pas des phases. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on n'a plus nécessairement, enfin, je veux dire, la planification qui vient guider le projet, qui vient guider l'opération. Tu as parlé du fait que je travaillais sur le Grand Paris. Alors on peut considérer que c'est une exception. Moi je pense pas. J'ai toujours considéré que la question métropolitaine est en fait ce sont des situations exacerbées. Et puis vous avez pris une position iconoclaste un petit peu par rapport à la Doxa Grand Paris, issue de la première consultation. Mais ça c'est important. Voilà, juste pour dire d'abord que pour moi le Grand Paris c'est pas à part. Les métropoles c'est l'exacerbation des problématiques qu'on trouve ailleurs jusqu'au rural. C'est ce rapport nouveau entre les flux et les lieux. C'est pour ça que dans ma guerre sur les bassins de vie, contre les bassins de vie, c'est aussi bien à Paris qu'en Corrèze, si je peux dire. Sur le Grand Paris, on voit très bien comment l'emboîtement planification, projet, programme ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on a le programme, on a le métro, on a les contrats de développement territoriaux avec des projets urbains, on a théoriquement 70 000 logements par an à répartir, etc. On a tous les éléments de programme, mais on n'a pas, ni la vision stratégique, ni le modus operandi qui permettent de dire comment ça va marcher. Et donc, c'est tout le travail qu'on a essayé de faire avec l'agence TVK, avec Pierre-Alain Trévelot notamment, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, la question, et à laquelle réfléchit l'atelier international du Grand Paris, c'est de dire il faut renverser complètement les démarches de projet. On ne peut plus être dans ce phasage-là. La notion qui prime, nous semble-t-il, c'est la notion de projet permanent.
Projet permanent, c'est-à-dire que c'est l'itération en permanence entre ces différents éléments dont on vient de parler. Quoi, la planification, le projet, le programme. Et c'est cette itération-là qui fait la conduite de projet. C'est pas le phasage. Et y compris avoir une approche plus systémique, c'est-à-dire territoire urbain, territoire ruraux, on a évidemment des interdépendances. Et donc, du coup, on ne raisonne plus en termes de ville ou campagne, mais en termes de système. Comment ces deux systèmes, comment l'un contribue à l'autre et réciproquement, quels sont les niveaux de frottement ? Entre l'urbain et le rural, entre le projet et le déjà là. Je pense qu'une des questions essentielles, c'est qu'on a quand même toujours tendance, même si on sait manier les échelles, penser au global, etc., on a toujours tendance à raisonner le projet sur lui-même. Or, la question essentielle aujourd'hui, parce que ça va de plus en plus vite, parce que les mutations sont de plus en plus puissantes, c'est comment le projet va s'insérer dans la ville existante, ou dans un territoire existant, qui lui-même est en train de bouger avant même que le projet se réalise. C'est-à-dire comment on anticipe l'arrivée du projet sur un territoire qui aura changé par rapport au moment où on a conçu le projet. Sur le Grand Paris, nous, on a intitulé notre production « La métropole n'attend pas le métro ». Vous voyez l'idée, c'est-à-dire que tous les projets urbains du Grand Paris se font en fonction de l'image finie. En 2025, on aura la double boucle. Donc si on a la double boucle, moi je suis là, donc je bénéficierai de telle et telle aménité, de telle et telle liaison, etc. Donc je peux penser mon projet urbain en fonction de ce qui se passera en 2025. Pas vrai, parce qu'entre aujourd'hui et 2025, il y a des bouts de métro qui vont se constituer, non plus en double boucle, mais en arc, et qui vont s'articuler avec le RER. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, le sud de l'Île-de-France, où on va faire la phase 1 du métro, va complètement changer la donne dans l'articulation, non pas un arc par rapport au Grand 8, mais un arc par rapport aux branches de RER. Et donc ça va changer tout le sud de l'Île-de-France. Donc moi, si je suis à l'Est, eh bien, du coup, mon projet urbain à l'Est, c'est pas en fonction de la future double boucle, donc on sait qu'il y a peu de chances qu'elle se réalise en plus dans sa totalité, mais en fonction de ce qui va changer au sud. Donc c'est bien cette itération-là qui est la question stratégique pour penser le projet urbain. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut penser du séquençage, du phasage, en fait à la notion de scénarisation. Scénarisation, c'est-à-dire comment on pense dans le temps et dans l'espace l'ensemble des interdépendances, des contradictions entre les espaces, entre les échelles, entre les registres, l'habitat, l'activité, le transport essentiellement, et les questions de temps. Voilà. Une scénarisation qui contient aussi l'idée qu'il faut raconter une histoire, que ce que l'on fait, ce que l'on est en train de faire, ça se raconte aussi, on peut revenir en arrière, on n'est plus dans le déroulé chronologique, on est comme quand on lit parfois un roman, on revient en arrière et l'histoire se déroule, se construit, y compris avec des retours, et on n'est pas simplement dans une progression chronologique. Merci Daniel pour cette première intervention. Sophie Dessus, donc vous êtes maire d'Uzerche, je le disais tout à l'heure, Uzerche c'est un peu plus de 3000 habitants, c'est une commune rurale, on peut le dire. J'en suis fier. Très bien, très bien. Vous êtes Marianne d'Or 2007. Ça date un peu, mais je le note quand même parce que c'était dans la catégorie aménagement urbain. Donc vous avez déjà été repéré depuis pas mal de temps dans votre capacité à mener de bons projets d'aménagement urbain. Alors, première question, quels sont les besoins d'une commune rurale comme la vôtre en termes de conseils ? Est-ce que la réorganisation territoriale, ça vous touche, ça vous amène à modifier votre approche dans les projets ou dans les réflexions que vous avez sur votre ville ? Et accessoirement, à quelle place pour les CAUE dans cette réorganisation et comment vous voyez l'évolution ? Bonjour à tous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Grand Paris, les petites communes de Corrèze, c'est la France, c'est la diversité et sa richesse. En tant qu'élu d'un département très rural, c'est un petit peu la voix des petites communes que je souhaitais porter et les problèmes des maires, des élus des petites communes qui sont bien sûr très différents de ceux des grandes communes. Et puis la réflexion, le sujet que vous portez, que vous amenez, c'est se poser des questions qui sont en cours sur la réforme des territoires, les conséquences importantes que ça va avoir pour nous et on va se retrouver pas très loin. Et puis, je me suis également posé la question du rôle de l'architecture de nos jours, du rôle de la création architecturale pour en arriver peut-être à ce que sera la future loi patrimoine, ce qu'elle devra porter pour répondre à nos attentes. Un maire rural aujourd'hui, il y a sûrement des ruraux ici, c'est un maire qui est plongé dans la piscine sans connaître ni l'économie, ni le social, ni l'architecture, ni l'urbanisme, ni rien. Il n'a pas de service. Un ou deux cantonniers,
une ou un secrétaire de mairie, il faut qu'ils se débrouillent. Par contre, la population qui est là, qui vient souvent d'un monde beaucoup plus urbain, a les mêmes besoins que dans le monde urbain. Il faut les services publics, il faut la crèche, il faut les transports qui amènent à la crèche, il faut du travail, comme il n'est pas forcément sur place, que l'on puisse y rendre facilement. Il faut une qualité de vie, il faut tout cet ensemble de choses, et seul, on est complètement démunis. Le rôle du CAUE est donc une évidence à nos côtés. Et pourquoi une évidence? Parce qu'on avait, avant, jusqu'à encore quelques semaines, il y avait les services d'État. On a eu les DDE devenus DDT pour les PLU, ils viennent PLUI. On a encore la TESAT. C'est terminé. Interco, qui était jusqu'à, pendant encore un an, on va dire 10 000 habitants, on va passer à 20 000. On travaille alors à un regroupement de différentes communautés de communes. Il semblerait que des fédérations d'intercommunalité soient même possibles pour porter les compétences les plus lourdes. Parce que réforme de l'État. La réforme territoriale, c'est d'abord la réforme de l'État et des services de l'État. Agrandissement des régions. Perte de compétences des départements jusqu'à ce que la peau de chagrin arrive à point d'interrogation. Renforcement des intercommunalités. Et alors là, j'aimerais vous suivre, mais quand on parle de fusion des communes, quelles vont être, et je tiens à la commune, comme structure de base, comme structure de convivialité. Et il n'y aura pas une suppression évidente, mais il va y avoir une baisse des dotations. Et c'est par ce moyen-là, je crains, et là il faut se battre, et donc vous aurez une guerrière à vos côtés, on en sera au moins 2 généraux, pour faire en sorte que cette structure, cette cellule de base soit maintenue. Aujourd'hui, l'élu rural, il va faire appel à un cabinet, puisqu'il n'a, à part les CAUE, il n'a pour ainsi dire plus de structure. Un cabinet, soit il a un très bon cabinet, il s'en sort bien, soit ça peut être la catastrophe, parce qu'il est plus guidé par les services d'État. Et j'en reparlais l'autre jour avec le DREAL, il faut modifier dans cette réforme des territoires les missions des agents d'État pour que de nouveau, en tout cas dans cet énorme chambardement que va être ce renforcement des intercommunalités, pour qu'ils puissent accompagner les élus. L'élu qui n'a aucune formation, qui a vraiment besoin d'être encadré. Donc, rôle aussi sur le territoire des CAUE. Le rôle du CAUE, c'est de former, d'apprendre, de faire découvrir, d'ouvrir les yeux sur le paysage, sur patrimoine. Quel qu'il soit, un patrimoine, c'est tout ce que l'on a autour de nous, pour à la fois avoir cette envie de le préserver, de le faire vivre, mais ce n'est pas le seul but. Le but d'Amer, on a parlé du projet. Tout part bien évidemment d'un projet. On ne peut pas dire « je vais refaire l'école, quand j'aurai fini, je referai un peu de voirie ». Non. Projet global, quelle que soit la taille de la commune, la taille de l'interco. Et par rapport à ce projet, se dire demain, ce que je fais, est-ce que je fais des bâtiments comme partout ailleurs? Est-ce que je fais une réflexion urbaine? Je refais ma place comme partout ailleurs, en France, en Europe, et pourquoi pas un peu plus? Ou est-ce que je vais laisser la place aux architectes, porteurs de la création? Après tout, la création d'aujourd'hui, c'est le patrimoine de demain. Et si on veut que la France ait toujours cette aura touristique, donc du développement économique, donc une qualité de vie sociale, donc tout ce qui est lié, il faut aussi qu'on remette l'architecte au centre du dispositif. L'architecte, avec l'aide du CAUE, qui nous font découvrir autre chose. Et la création architecturale, très sincèrement, il faut que qu'on lui redonne confiance. Je voulais juste vous lire 2 phrases de 2 grands architectes. Dominique Perrault, qui nous disait l'autre jour, « L'architecture, c'est la culture d'une nation. Elle est au cœur des projets de société. » Quant à Jean Nouvel, il va plus loin. « S'il y a une architecture française plus forte, il y aura une culture plus forte. Et s'il y a une culture plus forte, il y aura un renforcement de la démocratie, du civisme et des valeurs de la République. » Je crois en l'architecture, je crois en la culture pour nous aider à porter cette réforme des territoires. Il y a des écueils sur lesquels il faut que l'on travaille tous ensemble, géographes, responsables des communes, citoyens. C'est le problème des normes. Aujourd'hui, grâce aux normes, bien souvent portées par des lobbying, tout est pareil.
tout est uniformisé. Il faut qu'on remette le bon sens aussi au cœur des projets. Il y a des normes utiles, mais à force d'empiler, on fait des bâtiments et des logements, oui, tous pareils, oui, avec des pièces de plus en plus petites. La RT 2012 est vraiment à reprendre à zéro et à tout revoir. Donc je ne veux pas rentrer là dans les détails, mais cessons d'uniformiser et créons. Et question de demain, et c'est un petit peu peut-être ma réflexion de conclusion, la place des CAUE dans la réforme, quid des départements et de leurs compétences, donc qui va les porter? Si c'est les intercommunalités ou les fédérations d'intercommunalités, parce que des intercommunalités rurales n'auront pas toujours les moyens, c'est dès à présent qu'il faut lancer la réflexion. Tout ce qui est le projet, que toujours les CAE nous aident à voir le projet et le remettre au cœur du process. Et très sincèrement, il faut qu'ensemble, on travaille dans la loi patrimoine à mettre les CAUE également au cœur, au centre de cette réflexion patrimoniale, architecturale, de la création du civisme. Merci Sophie Dessus. Éric Sénave, vous êtes adjoint en charge des finances, des affaires juridiques, des achats et du développement économique à Saint-Cloud, mais vous êtes l'ancien adjoint à l'urbanisme, et c'est plutôt avec votre ancienne casquette, encore que les finances, c'est aussi très intéressant quand il s'agit de projets urbains, parce que c'est quand même, ça détermine quand même la capacité aussi d'une ville à investir et à pouvoir investir dans son développement urbain. Si j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué, Éric Sénave, ce que vous appréciez dans les CAUE, c'est le conseil d'un acteur de proximité qui connaît bien le territoire, qui dispense ses conseils à moindre coût, également, c'est un autre argument aujourd'hui, en ces temps de disette, et qui aussi vous permet d'avoir une formation des élus de qualité. Ce sont les trois les idées générales qui font que pour vous les CAUE sont indispensables aujourd'hui. En fait, le point de départ de la réflexion, pour moi, c'est la population qui vit dans l'environnement que l'on va transformer par une construction, hein, puisqu'une construction, par définition, aura un impact fort sur cet environnement. Or, pour moi, enfin pour la population, tel que je le perçois, il y a trois dimensions très importantes dans un projet. Il y a d'une part une dimension financière, vous l'avez évoqué, à tout point de vue, elle est essentielle. En Île-de-France, peut-être encore plus qu'ailleurs, parce que le foncier a un coût tel que les enjeux financiers sont énormes. On sait très bien qu'à l'échelle d'une famille, une décision d'investissement dans le logement, que ce soit sous forme d'achat ou sous forme d'une construction, est un enjeu considérable. C'est quasiment le projet d'une vie, très souvent. Bon. En tout cas, c'est l'emprunt d'une vie. Donc cette dimension financière est essentielle. Il y a une seconde dimension très importante, vous l'avez évoqué, Madame Bessius, c'est la dimension culturelle. Il est clair qu'à chaque fois que l'on construit un bâtiment, quel qu'il soit, que ce soit un petit bâtiment, que ce soit l'extension d'une ferme ancienne, ou que ce soit une école, ou que ce soit un immeuble de bureau, ou un collectif, il va être visible de partout. Hein. Un proverbe chinois dit qu'une maison appartient autant à celui qui la regarde qu'à celui qui l'habite. Hein. C'est une évidence. Enfin, c'est pas forcément d'ailleurs une évidence pour tout le monde, mais c'est essentiel. Et donc cette dimension culturelle est tout à fait importante. Et je crois que le fait que le CAUE assume cette dimension culturelle, ne serait-ce que par son autorité de tutelle, est extrêmement importante. Et puis il y a un troisième point qu'on oublie à mon avis trop souvent, mais que la population, elle, n'oublie pas, c'est la dimension affective. Quand on vit dans un endroit, on est attaché à cet endroit. Et à chaque fois qu'on vient construire quelque chose, on vient modifier cet environnement, et c'est très souvent déchirant. Et nombre de projets, en tout cas dans la ville dans laquelle je vis, sont bloqués par des incompréhensions à ce niveau-là. Parce que, un immeuble qui va être à R+4, alors qu'on avait des pavillons tout autour, ben évidemment, ça change l'environnement, ça change la perception du quartier que l'on aura, et ça engendre énormément de blocages. Donc on voit bien que dans ces trois dimensions, le CAUE est une aide extrêmement précieuse pour l'élu. Tout d'abord pour
correctement étudier un projet et envisager donc l'impact financier sur au niveau de la commune. Là, il y a généralement une réflexion importante sur laquelle le CAUE est capable de nous aider. Vous avez évoqué les normes. C'est vrai que notre pays a une qualité extraordinaire, c'est de produire des lois en quantité innombrable et de s'avérer incapable de les appliquer. Et pas forcément de voter les décrets d'application, de faire des décrets d'application. Et là encore, je dirais, il y a une formation à faire, ne serait-ce que pour savoir exactement de quoi on parle, et que les élus qui sont chargés d'appliquer la loi sachent exactement ce qu'ils font. Bon, sur le plan culturel, je dirais que l'impact, si vous voulez, les lois n'ont jamais permis de définir la qualité d'un bâtiment. Elles ont défini des tas de choses, mais si vous appliquez les règlements, à aucun moment ces textes ne vous aident. Je dirais généralement, d'ailleurs, quand on écoute les architectes, ils vous empêchent plutôt de faire des produits de qualité. Donc on voit que là, il y a une réflexion et une pédagogie à utiliser, à mettre en œuvre pour arriver à faire une construction de qualité. Et puis, sur le troisième plan, qui est le plan affectif, c'est tout le problème de l'insertion, finalement. Et là encore, le CAUE, et j'en ai profité en tout cas dans ma ville, nous a énormément aidés pour essayer sur un projet de bien appréhender l'insertion et l'impact sur son environnement immédiat. Et ça permet de présenter, là encore, de faire de la pédagogie, c'est-à-dire de présenter à la population ce que pourrait être ce projet et de faire réagir la population sur ce projet et donc de l'amender. Et c'est un exercice souvent très difficile, souvent très long, et on sait qu'en matière de bâtiments, en tout cas, les intervenants, je pense surtout aux promoteurs, sont des gens pressés. Hein, mais je crois que c'est un passage absolument essentiel si l'on veut qu'un projet se développe harmonieusement. Donc voilà, si vous voulez, ce que j'attends, et ce que je trouve d'ailleurs dans le CAUE aujourd'hui. Et concernant la problématique évoquée par Daniel Béard tout à l'heure, la recomposition territoriale, commune, interco, est-ce que vous voyez ce conseil évoluer, puisque le rôle, si on écoute Daniel, c'est le rôle maintenant d'un maire sur le projet urbain, c'est d'être un petit peu l'intercesseur entre des dynamiques qui dépassent sa commune, qui viennent de très haut, qui viennent d'un haut local, mais qu'il ne maîtrise pas, et d'être aussi en prise avec sa population, qui a des besoins, qui exige des choses. Et voilà, l'élu est au milieu. Est-ce que vous le ressentez? Alors ici, on est dans un cas particulier, puisque on est dans le cadre du Grand Paris. Votre commune va être directement impactée, votre département aussi. Donc il va y avoir une réorganisation, tout ça. Comment vous vivez ce changement d'échelle? Quel impact ça a dans une commune comme la commune de Saint-Cloud? Alors, moi, je partage tout à fait le point de vue de Daniel Béard sur le rôle du maire intercesseur. Je pense que c'est effectivement son rôle essentiel. Alors, à quelle dimension? Ça, c'est une vraie question. Saint-Cloud, c'est une ville de 30 000 habitants. Je pense que c'est une dimension qui reste à la taille d'un maire intercesseur. C'est-à-dire que même si... on a évidemment divisé la ville en quartiers, et il y a toute une organisation pour l'animation de ces quartiers, mais je dirais que 30 000 habitants, ça fonctionne. Pour le CAUE, alors nous travaillons avec le CAUE 92, donc plus d'1 million d'habitants. J'ai l'impression qu'on a une bonne proximité, c'est-à-dire que cette taille... et je dirais peu importe si ça correspond à la taille du département, à mon avis, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir un territoire dont le CAE puisse faire, si je puis dire, le tour, c'est-à-dire qu'ils le connaissent bien, hein, et d'un autre côté, de s'adresser à un nombre d'interlocuteurs qui soit raisonnable pour qu'on maintienne un véritable échange et une véritable proximité. Alors après, sur la référence culturelle que j'ai évoquée tout à l'heure, il me semble que la région est une bonne entité. D'ailleurs, dans notre pays actuellement, les affaires culturelles sont gérées au niveau régional. Donc on pourrait très bien imaginer que de ce point de vue-là,
la région soit une bonne entité. Mais je crois que c'est vraiment, enfin, avant de décider de quel périmètre on parle, je pense qu'il faut vraiment faire une analyse des besoins de la population, de ce qui fonctionne bien en ce moment, et d'essayer de s'appuyer sur cette réflexion-là pour définir la bonne échelle. Merci, Éric Sénave. Bruno Letellier, vous êtes directeur du CAUE de Maine-et-Loire. Pour vous, la question, ce serait d'abord, si j'ai bien compris vos propos, la capacité des élus à exercer leurs responsabilités, qui est de plus en plus, enfin, les responsabilités qui sont de plus en plus importantes. Il y a pour vous une nécessité absolue de conseil pour les élus avec ou sans CAUE. Donc, même si on met de côté la question du CAUE, aujourd'hui, l'élu est en situation où il doit être conseillé parce que ses responsabilités, les décisions qu'il doit prendre dépassent largement, vous le disiez tout à l'heure, Sophie Dessus, un maire d'une commune rurale, il n'est pas équipé, il n'a pas de grandes équipes, et en même temps, il doit prendre de grandes décisions sur des sujets dont il ne connaît pas grand-chose, surtout lorsqu'il s'agit d'un nouvel élu. Pour vous, c'est vraiment la problématique centrale, même si on laisse de côté la thématique du CAUE pour l'instant ? C'est l'objet de la table ronde. Mais je regrette quand même dessus n'est pas conclu, cette table ronde, parce que son plaidoyer pour les CAUE et l'association qu'elle fait entre la culture, le projet et le civisme, et surtout le civisme et donc la citoyenneté, c'est un point central et c'est un résumé qui, de mon point de vue, participe complètement de l'identité même de l'activité des CAUE. Donc ce que je vous ai dit sans doute, c'est de resituer aussi la balle dans le camp des élus. Pas uniquement dans le camp des CAUE en tant que conseil, mais aussi dans le camp des élus en tant qu'acteurs, que ce soit des élus communaux ou des élus intercommunaux. Moi, je suis d'un département qui est intermédiaire. Le Maine-et-Loire, c'est un département de 750 000 habitants, donc intermédiaire un peu entre les départements de l'Île-de-France et puis ceux comme la Corrèze. Le poids ou le rôle, l'action des élus communaux est encore extrêmement fort, même s'ils sont tous inscrits dans des démarches et des dynamiques intercommunales. L'ensemble du département de Maine-et-Loire est couvert par l'intercommunalité, est couvert de SCOT, etc. C'est même une pratique assez ancienne, c'est même une culture assez ancienne des élus, avec les pays, etc., qui date de plus de 40 ans. Mais le rôle des élus communaux et les projets communaux restent encore très, très vivants. Ce que je voulais simplement dire, c'est que ce qui nous unit, c'est le titre du congrès de ces 2 jours, intérêt public. Pas forcément qu'un SA public en l'espèce. L'intérêt public de l'architecture, tel que défini par l'article 20 de la loi de 77, qui est quand même notre base de légitimité première, la qualité de l'architecture. L'architecture est une expression de la culture, la qualité de l'architecture, etc., etc. Et l'architecture prise au sens le plus large possible, intégrant le paysage, l'urbanisme, le patrimoine, son intérêt public. Et les CAUE sont une conséquence de cette déclaration qui, en droit français, a quand même du poids. Lorsqu'on déclare que quelque chose est d'intérêt public, ce n'est pas une parole en l'air, c'est une parole qui a du poids. Donc la conséquence, l'une des 2 conséquences, c'est la création dans les départements d'un CAUE. Donc il y a un lien extrêmement fort entre cette notion d'intérêt public, attachée à la qualité de l'architecture, et l'existence et la mission des CAUE. Et puis l'autre fondement, l'autre pilier sur lequel repose notre activité dans le domaine du conseil aux collectivités et de l'accompagnement de leur maîtrise d'ouvrage, c'est la loi MOP de 1985 qui suppose également que le rôle des élus dans leur relation avec la maîtrise d'œuvre privée, mais aussi dans leur mission quotidienne relative à l'aménagement et à l'amélioration du cadre de vie, et bien que cette activité-là soit fondée également sur une notion, non pas la loi ne parle pas d'intérêt public, elle parle d'intérêt général, mais la nuance est faible. Donc il y a la convergence de 2 intérêts publics, celui de la qualité de l'architecture et celui du rôle des élus. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que les CAUE se situent et que leur mission s'épanouit dans un sens qui est parfaitement identifié à la fois par rapport à ce qu'a dit Madame Dessus et également par rapport au thème général du Congrès. Alors ces missions, et même les CAUE, vous pensez par ailleurs qu'il faut qu'elles s'adaptent. Vous pensez qu'il ne faut pas avoir peur de cette réorganisation, de ce changement. Il faut essayer de trouver des solutions pour répondre à la fois aux besoins des élus et des territoires, mais également pour répondre aux besoins propres des CAUE. C'est-à-dire que les changements en cours ne sont pas forcément graves. Ils témoignent d'une adaptation du système de conseil et du système d'irrigation de ce conseil sur les territoires.
Pour travailler dans un CAU depuis un certain temps, je peux vous dire que l'adaptation au contexte, c'est consubstantiel. C'est l'ADN. CAU, c'est de l'ADN. Il y a toujours eu des adaptations, souvent douloureuses. Il y a eu combien de congrès avec des crises? On a commencé en 85. Oui, vous avez un regard historique sur les voilà. CAU. Non, je n'ai pas de regard historique. Non, mais c'est important. Mais c'est important, je dis pas ça. Je ne veux pas jouer le rôle du vieillard. Non, mais c'est important que vous ayez ce regard. Vous avez aussi ce regard. Et cette histoire, les CAU ont toujours, dans leur dynamique et dans leur réflexion collective, cherché à s'adapter et parfois à anticiper un contexte dont ils sentaient que l'inadaptation. Donc ça a été l'évolution des territoires, ça a été la décentralisation en 82, et le rôle du maire, là, en l'occurrence en matière d'urbanisme, etc. Donc une orientation très forte des CAE vers le conseil de collectivité. Ça a été la loi paysage, ça a été les différentes, la lente émergence de la notion de développement durable, auquel personnellement, en tout cas, j'attache beaucoup d'importance. Donc la notion de développement durable, ça a induit une évolution très importante dans la culture des élus, dans leur prise de conscience par rapport à des problématiques planétaires qui se traduisent au niveau, on parle des différentes échelles, là en l'espèce, on est bien dans une préoccupation planétaire qui se traduit par des actions et des opérations très très localisées. Donc l'adaptation au contexte, c'est permanent. Après, il va y avoir peut-être une étape un peu importante si on supprime les départements. Le CAU étant un outil départemental, évidemment, ça va poser un peu de questions. Mais à la limite, c'est une chance, parce que ça permettrait peut-être de resituer l'action des CAE, non pas forcément au niveau des bassins de vie que vous avez évoqué tout à l'heure, mais au niveau de ce que Yves Doll appelait les territoires pertinents, peut-être justement de l'intercommunalité, le contour ou le périmètre départemental n'est pas forcément un périmètre pertinent par rapport à l'activité du CAE, par rapport à son soutien financier et institutionnel sûrement, mais par rapport à son activité quotidienne. Sans doute pas, et l'action des unions régionales de CAE montre bien qu'on cherche à transgresser ces frontières-là pour trouver des dynamiques qui soient attachées à des territoires où les problématiques sont partagées.